Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Vérag, le rédacteur en chef de l'EDI. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première édition des matinales de GoMSP. Cela fait suite évidemment à l'événement que Whatsoft et OpenIP ont organisé fin septembre dernier et qui fut d'ailleurs un grand succès puisqu'il y a eu 300 inscrits et 250 participants sur les 2 jours. Donc l'objectif là des matinales, c'est de proposer un format un peu plus réduit, un rendez-vous mensuel, le premier mardi de chaque mois. Donc, sauf pour cette première édition, parce que vous a demandé un petit peu plus de temps pour l'organisation. Donc, sur un format plus court et sur des thèmes précis. Et cette première matinale, donc de février, portera sur la transition vers le modèle MSP et comment elle doit aujourd'hui s'inscrire dans la logique des revendeurs. On se base notamment sur une étude que Whatsoft a réalisée l'an dernier et qu'on vous avait présentée, et qui montre notamment que 71% des revendeurs qui ont franchi ce pas du service ont vu une croissance lors de leur dernier exercice d'activité entre 2019 et 2020. Bien entendu, l'année 2020, on aura aussi une étude un peu plus tard dans l'année dessus. Elle est un peu particulière, donc ce sera peut-être des chiffres un petit peu différents, mais en tout cas, on voit que le modèle MSP fonctionne et est source de croissance pour les revendeurs, et donc évidemment, il faut se pencher dessus. Donc ce matin, nous aurons sur ce thème une table ronde que j'animerai tout à l'heure aux environs de 10h30 avec Oleg Bivol, président de Whatsoft, et Jean-Baptiste Pecci, le directeur général d'OpenIP du groupe Destiny. Et nous aurons, juste avant la table ronde, le témoignage d'un revendeur, Hervé Leyer, de l'entreprise s'appelle également Leyer. C'est un revendeur situé à Auxerre, dont l'entreprise existe depuis plus de 30 ans et qui a su faire évoluer son offre vers davantage de services. Je pense que son témoignage sera particulièrement intéressant. Si vous avez des questions à poser aux intervenants pendant les présentations, vous n'hésitez pas à le faire via l'interface. Donc, vous avez un onglet questions et nous avons des modérateurs évidemment qui remonteront les questions soit pendant les interventions, soit à la toute fin. Et pour démarrer cette première matinale de GoMSP, je vais laisser la parole à Alan Blotin, qui est ingénieur commercial de Whatsoft et qui va notamment clé de la réussite du modèle MSP et la transition vers ce modèle. Donc tout de suite, je laisse la parole à Alan. Merci Vincent. Donc bonjour à tous, je suis donc Alan Blotin, je travaille pour la société Whatsoft, je suis donc un ingénieur commercial. Je vais rapidement vous présenter donc Whatsoft pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes donc distributeurs depuis maintenant 2001. Nous travaillons exclusivement en indirect. Et nous apportons, nous avons fait une sélection de solutions pour nos partenaires revendeurs afin de les accompagner, de monter en compétences et depuis quelques années de faire cette transition vers le modèle MSP. Nous offrons bien entendu une gamme de services leur permettant de monter en compétences et de les accompagner dans différents projets. Pour ma part, je suis en charge de solutions MSP depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Et notamment sur le périmètre des éditeurs SolarWinds, MSP et IT Glue. Et j'assure le développement du business en Ile-de-France et pour les grands comptes de Whatsoft. Alors, avant de regarder quelles peuvent être éventuellement les clés du succès, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un MSP? Qu'est-ce qui va le différencier d'un revendeur classique? Tout d'abord, le MSP, donc Managed Service Provider ou fournisseur de services managés, c'est un revendeur informatique qui va non pas pousser des solutions, faire de la revente one-shot de licence à un client final, mais qui va mettre en avant une offre de service, c'est-à-dire qu'il va s'approprier les technologies, les prendre à son compte, les assimiler au sein de son organisation pour derrière vendre sa prestation. Ça change complètement, ça change tout dans la relation avec le client. Et on va définir du coup une relation de proximité avec le client. On va devenir, en tant qu'MSP, un partenaire, voire même un collaborateur à part entière au sein de son client en tant que DSI externalisé. La structure du MSP va permettre également de démultiplier les capacités de traitement technique, puisqu'on va valider un périmètre de solution, centraliser ces informations en évitant bien entendu les redondances, et pour pouvoir démultiplier les forces des techniciens, plutôt que de faire des tâches chronophages, manuelles, d'un technicien qui va vous limiter en nombre de clients et en nombre de machines. Il faudra laisser les solutions travailler pour vous, pour que vos techniciens puissent se concentrer sur les tâches là où leur valeur ajoutée a du sens. En tant que MSP, vous devenez le DSI externalisé du client et donc votre expertise concerne tout l'IT. Il est souvent dit dans le milieu des MSP que chacun doit se concentrer sur son métier. En l'occurrence, si vous avez des clients qui sont médecins, d'autres avocats, etc., leur métier, c'est leur métier, le vôtre, c'est l'IT. Donc l'expert en la matière, c'est vous.
Et enfin, au niveau de l'offre, également, il y a une différence avec un modèle de revente et c'est vrai qu'en cette période un peu particulière, le modèle MSP prend tout son sens, puisque ça vous assure des revenus récurrents, contrairement à des revenus qui vont être plutôt de type one shot avec une vente forte sur un mois et le mois suivant, si vous ne faites pas de vente, vous n'avez pas de revenus. Là, comme vous allez rentrer dans un modèle de forfait, vous allez avoir des revenus qui vont être lissés tout au long de l'année et qui vont vous offrir plus d'agilité et plus de sécurité dans votre business. Nous allons voir maintenant quelles sont donc les différentes étapes pour réussir à monter son business MSP. Sachant que la transition ne va pas se faire en claquant des doigts, il y a un vrai business model à mettre en place, un vrai programme de formation et souvent d'accompagnement à mettre en place pour réussir cette transition. Comme pour tout business model, la première question à se poser, c'est quelle est ma cible? On ne peut pas mettre en place toutes les autres étapes si on n'a pas validé ce point-là. Donc bien entendu, ça sera propre pour chacun de vous. Et il faudra donc que vous définissiez quelle est la cible qui vous correspond, celle que vous pouvez adresser et celle, bien entendu, qui est à votre portée. Je parle, par là, géographiquement. La proximité reste un facteur clé, de la réussite dans le modèle MSP. À partir de là, une fois que vous aurez défini la cible, on verra quel type d'offre, vous pouvez mettre en place. L'organisation qui va en découler pour pouvoir adresser cette offre et ce public et enfin les outils à mettre en place une fois que ces 3 premiers points auront été validés. Et enfin, on terminera sur une ouverture du marché MSP. Quelles sont les tendances qui se dessinent pour ce secteur? Dans un premier temps, donc, quelle est la cible? On va retrouver 4 grands types de clients finaux. Les particuliers, les très petites entreprises, d'un côté. Les petites entreprises, j'entends par là 5 à 10 employés maximum. Les moyennes entreprises et certaines administrations. Et enfin, les grands clients, là où on parle vraiment de plusieurs centaines de machines, forcément, la cible à adresser et les process à mettre en place en face vont être complètement différents. On va retrouver cependant des points communs à chacune de ces cibles. Heu, S'appuyer sur la technologie et pour un besoin. Ils vont être sensibles plus ou moins sensibles au temps d'arrêt. Certains clients vont vous dire: «Moi, ma machine tombe en panne, bah, c'est pas grave, vous me la remplacez». En attendant, le temps qu'il passe, à attendre sa machine, c'est d'argent perdu. Les acheteurs, de manière générale, ne sont pas techniques. Encore une fois, leur métier, ce n'est pas l'informatique. Ils peuvent être un petit peu néophytes, mais ce ne sont pas des experts. Là, c'est votre job en tant qu'MSP de les accompagner, de les conseiller. Ils peuvent être plus ou moins sensibles à la sécurité. Là encore, on retrouvera différentes nuances avec des acheteurs, on va dire des clients, qui vont vouloir de la sécurité, mais qui ne seront pas prêts à payer le prix. Donc là, forcément, vous allez vous retrouver avec une offre qui va être un petit peu, hybride. Ils n'ont pas forcément de personnel informatique et si jamais ils en ont, vous avez des outils à disposition pour pouvoir les aider. L'offre changera, c'est-à-dire que vous n'allez pas gérer l'ensemble de l'IT pour eux, puisqu'il y a déjà une équipe en place. Vous allez pouvoir déléguer des droits, mettre à disposition des outils et de les aider à monter en compétences via de l'accompagnement, de la formation, éventuellement du support de niveau 2 voire 3. Et enfin, ils n'ont pas forcément la maîtrise des coûts informatiques. Ils ne se rendent pas forcément compte de l'investissement que ça représente et surtout le coût d'une panne. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de bien leur faire comprendre, de bien pouvoir positionner le curseur, sur le coût, juste pour le client, de son IT. On va retrouver 4 types de mentalités, dans les clients que vous allez adresser. Ceux qui ne veulent pour qui vraiment le prix est tout. Donc là, on va les adresser avec une offre qu'on appelle break fix. Hem, c'est donc de l'intervention classique, de la revente de solutions one shot. Donc c'est les solutions sur lesquelles vous allez avoir le plus de marge de manœuvre pour pouvoir adresser ce type de client et avoir le prix, pas forcément le plus bas, mais en tout cas le plus juste entre vous et eux. Ceux qui vont vous dire: «Je ne veux acheter que ce dont j'ai besoin pour l'instant». C'est une phase de test, une phase d'évaluation ou juste un besoin ponctuel. Là, vous allez vous retrouver avec une offre qu'on appelle à la carte et qu'on verra un petit peu plus tard. Ceux qui sont conscients, qu'ils ont un besoin en informatique, qui veulent, que ce réseau soit opérationnel, mais qui ne sont pas prêts pour autant à tout vous déléguer, qui ne sont pas encore, matures au niveau, sécurité, info, et comment dire? Maintenance du parc. Et enfin, ceux qui ont un budget qui ont déjà généralement un service informatique en interne et qui ont une vraie stratégie IT, qui vont dans ce cas-là venir vous voir pour du conseil, pour de l'accompagnement, pour des projets à forte valeur ajoutée et une maîtrise d'ouvrage éventuellement. On va retrouver, pour ces 4 typologies, on va pouvoir les regrouper en 2 groupes, in fine. Ceux qui sont prêts à investir dans l'infrastructure, et pour qui l'IT peut être une réelle force et il fait partie, à part entière de la société, du client. Et pour ceux, et les autres pour qui l'IT est un outil
C'est un mal avec lequel il faut faire. Ils ne voient pas ça forcément comme une ressource qui peut les aider à développer leur business, mais plus comme une charge. Et donc, on va retrouver ces offres, on va pouvoir les pré-packager de la manière suivante que vous voyez actuellement sur le slide. On va, à partir de là, donc on a défini les 4 types de cibles adressables. Bien entendu, chaque MSP avec sa typologie adressera celle qui lui correspond le mieux et on va pouvoir mettre en face des offres qui leur correspondent. Donc le premier type de client, on avait vu, c'était ceux qui recherchent avant tout du prix. Là, on va se retrouver dans un modèle de revente avec des prestations de services, par exemple du ticket vendu à l'unité, une solution d'antivirus vendue en one shot, une prestation pour du déploiement, pour des installations, des remplacements de machines. Toutes ces solutions vont être vendues en one shot. Donc c'est vrai qu'en termes de MSP, vous allez pouvoir de temps en temps pousser quelques solutions de type, par exemple, antivirus managé ou sauvegarde managée, mais ça n'ira jamais très très loin. L'idéal en termes de marge de manœuvre pour ce type de client, ce sera des solutions avec des licences et éventuellement quelques offres mensuelles, mais ce sera beaucoup plus dur de les adresser là-dessus. Le deuxième type de client, c'est ceux qui vont vous tester, qui vont donc avoir un besoin très précis, assez réduit, ce qu'on va retrouver généralement en phase de POC. Et donc, ils vont vous tester sur un périmètre donné. Donc, vous pouvez très bien rentrer sur un modèle de forfait, sur une agence, par exemple, sur la maintenance de serveurs d'un côté, sur juste la sauvegarde de l'autre, et monter ainsi de suite en compétences à partir du moment où la relation marche, où vous montrez que votre expertise a de la valeur et génère du business pour eux, vous allez pouvoir développer votre portefeuille et faire des ventes horizontales. Et à côté de ça, il est intéressant de mettre en place une offre standardisée qui va être en fait le cœur de votre offre et autour duquel va graviter pas mal de fonctionnalités en options. Donc je vous parlais tout à l'heure des antivirus, par exemple de la protection web, du filtrage des emails, de la sauvegarde, mais le cœur, ça va être la maintenance des machines. Et vous allez pouvoir venir greffer les différentes options au fur et à mesure. Au-delà de ça, on va pouvoir retrouver 2 autres offres pour les publics un peu plus, prêts à investir dans l'IT, pour qui ça a un réel intérêt. La première est de construire une offre, vraiment, heu, concise. Il n'est pas nécessaire d'avoir des options, dans tous les sens. Vous allez avoir une offre qui va être un prix d'appel, qui va vous permettre de toucher un parc un potentiel assez large de prospects, de mettre le pied dans l'entreprise et derrière de pouvoir évoluer, monter en compétences, pousser des offres un peu plus standards, on le verra ensuite, donc qui comprend un périmètre de sécurité que vous maîtrisez, qui est le minimum syndical, pour que comment dire? Votre expé votre garantie en tant qu'MSP, soit justifiée. Vous dites au client: «Pour que votre sécurité soit assurée, j'ai besoin de mettre en place tels outils. Si vous refusez de mettre en place, par exemple, des antivirus, je suis désolé, mais je ne peux pas garantir, que votre parc est sécurisé et s'il y a le moindre incident, le client se retournera, contre vous. Vous ne pouvez pas prendre ce risque en tant que MSP. Et enfin, une offre VIP pour des postes ou des serveurs à risque, potentiellement, les machines les plus importantes avec, du coup, de la haute disponibilité et une offre qui sera beaucoup plus poussée. Et enfin, donc pour des clients, qui ont vraiment pour qui l'IT est vraiment budgétisé, ça fait partie intégrante et c'est une force, comment dire? De développement très, très, c'est vraiment extrêmement important pour eux. Là, on va se retrouver avec une offre unique. Vous allez, avoir un périmètre donné où vous gérez tout de A à Z, de la fourniture des machines jusqu'à la remise en place, généralement avec, du support, tout compris, sans limite, de temps ni de tickets. Il faut, cependant bien entendu, garder la main sur cette notion de illimité puisqu'on remarque qu'il y a quand même assez souvent, des abus en termes de support et il faut éviter de tomber dans ces travers où le MSP est sollicité pour tout et pour rien. Afin de vous aider dans la construction de cette offre, il y a différents outils qui sont disponibles. Alors je vais essayer de vous montrer, si ça fonctionne, un calculateur par exemple de coûts, dans lequel, vous pouvez renseigner vos prix d'achat. Donc on va le mettre en euros tant qu'à faire. Vous allez pouvoir renseigner vos prix d'achat de la solution. Donc là, par exemple, un agent d'antivirus va coûter ici 1 €. Derrière, vous allez pouvoir renseigner vos, coûts en interne avec la maintenance préventive, éventuellement le coût de la remédiation, le temps de management et le coût, en prix d'achat de la solution. Là, pour un antivirus managé, une fois que vous avez défini la stratégie au préalable et que vous l'avez déployée, sauf cas exceptionnel, vous n'avez pas grand chose à faire de plus.
et votre prix de vente, donc qui va être de 3 euros. Ça vous donne une marge donc de 300%, ce qui vous donne de la latitude en termes de négociation pour éventuellement mettre en place des promotions ou pour adresser un client avec un fort volume. Derrière, vous allez pouvoir définir les quantités et donc adresser des clients de manière assez simple et construire des bundles, comme on vient de voir dans ces différentes offres. Vous allez avoir soit des offres à la carte, où là, vous allez vendre des antivirus one-shot, de la gestion des patchs, etc., ou des offres préconstruites, où là, vous allez pouvoir avoir un prix, par exemple, par utilisateur, qui va intégrer tous ces coûts, tous ces prix d'achat et permettre au commercial, lors de son rendez-vous client, d'avoir la latitude nécessaire pour faire l'offre adaptée. Donc, si dans ce cas-là, par exemple, mon commercial va voir un prospect qui veut le tester sur un parc pour, uniquement la partie antivirale, il veut faire un changement, il pourra faire sa cotation ici et derrière obtenir un quote de 30 €. Donc on a vu que le prix de vente était à 3 euros. Hop, je reviens sur ma présentation. Voilà. Une fois que vous avez défini donc la cible, on l'a vu, l'offre, on l'a vu, on va pouvoir mettre en place une organisation pour pouvoir adresser cette offre et toucher la cible en correspondance avec bien entendu, tous les prérequis, qui vont correspondre à votre offre et qui vont permettre d'adresser efficacement et sereinement le parc de vos clients. Tout d'abord, on va s'intéresser à la partie technique. Comme, le MSP n'est pas généralement une société avec des dizaines de techniciens, des centaines de techniciens, il est essentiel et vital d'avoir un minimum, de solutions qui communiquent entre elles, idéalement, pour pouvoir centraliser l'information, éviter les redondances et permettre aux techniciens d'avoir une visu claire, rapide, concise sur le parc dont il a la charge. Le matin, quand il se connecte, il doit pouvoir voir d'un simple coup d'œil s'il y a eu des erreurs en cours de route, si tout se passe bien, et savoir, par exemple, quels sont les impératifs de traitement pour sa journée, s'il y a eu des sauvegardes qui ne sont pas bien passées, etc. Également pour la prise de main à distance. Si le technicien doit gérer une dizaine, une quinzaine de solutions, in fine, c'est vraiment extrêmement chronophage. Il doit jongler entre ces solutions et c'est très vite problématique. D'autant plus qu'en cas de souci, vous allez vous retrouver avec autant d'éditeurs et donc de supports. Et ça peut être rapidement assez agaçant et exténuant. Également sur la partie ticketing, donc je vous disais qu'il faut vraiment que ces solutions communiquent entre elles. Donc avoir une solution de RMM, par exemple, pour avoir la vision centralisée du parc, qui communique avec votre outil de ticketing, donc qui va alimenter en ticket, en alerte pour les techniciens, qu'il y a eu telle attaque, qu'il y a eu telle problématique. Le client le voit. Dans son reporting de ticket, il voit que vous avez adressé un problème sans même qu'il vous consulte. Donc c'est que vous travaillez contrairement au mode revendeur où il a un problème, il vous appelle, vous réparez la panne, il constate votre travail. Quand vous êtes en mode MSP, vous allez passer en préventif et donc forcément, il ne voit plus le problème. Le risque avec ce type de modèle, c'est qu'il pense que vous ne travaillez pas. Il n'y a plus de problème, il va se poser la question: «Pourquoi est-ce qu'il vous paye?» Et donc avec ce type de, d'écosystème, vous allez pouvoir lui prouver, votre valeur ajoutée. Au-delà des tickets qui vont pouvoir être générés, il y a énormément de tâches automatisées que vous pouvez générer, typiquement, pour la gestion des patchs, ou libérer de l'espace disque sur les machines. C'est quelque chose d'assez standard, mais qui va faire gagner un temps énorme à vos techniciens. Sur la partie, commerciale, il va être extrêmement important, de travailler avec l'équipe lors de la transition, puisque le discours est complètement différent entre un modèle de revente de solutions et un modèle de prestation de service. Là, ça va être, c'est un vrai, challenge. C'est pas forcément simple de faire bouger les lignes des équipes commerciales chez les MSP, et il faut vraiment les accompagner dessus, leur montrer l'intérêt aussi bien pour la société, mais aussi pour eux, de faire cette transition. Il y a différents modèles qui existent pour les inciter en termes par exemple, de commissionnement, parce que le risque pour eux, c'est ils faisaient une grosse vente, à un instant T, ils avaient une grosse prime et ils enchaînaient sur autre chose. Le problème avec ce modèle-là, c'est qu'une fois que la vente est faite, le commercial se désintéresse généralement du client. Donc s'il y a un problème par la suite, c'est plus son problème, ça passe au service technique. L'un Avec le modèle MSP, on peut mettre des offres où, par exemple, on va avoir un commissionnement, du MSP sur 3 mois, 1 an, plus éventuellement, où il va toucher un pourcentage du deal. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec l'antivirus, on se retrouve avec 300 de marge. Donner 5 au commercial, c'est pas grand-chose et lui, ça le valorise et ça lui permet de construire comme ça un pipe de clients. Il va rentrer des prospects et surtout, il va vouloir les garder.
puisque plus longtemps ils vont rester, plus lui va gagner. Il y a un risque à ce type d'offre, c'est que que le commercial en fait travaille trop bien, construise un portefeuille de clients assez vaste, qui va lui garantir, vu qu'il touche un pourcentage sur chacun de ses clients, des revenus réguliers. Et le risque, c'est que ce variable devienne une sorte de fixe acquis, et donc que le chasseur devienne trop éleveur, ce qui ne serait pas bon pour la société. Donc il faudra bien penser à mettre en place des clauses indiquant que le commercial se doit de rentrer un volume de nouveaux business, auquel cas, dans ce cas-là, forcément, la partie variable ne sera pas forcément entièrement remise en cause, mais sera en tout cas challengée. Et enfin, la partie administrative. Il faut, comme vous allez, le but du MSP est de démultiplier les forces pour gérer un maximum de clients. Il faut que tout soit, enfin, tout, c'est un bien grand mot, mais un maximum de choses soient automatisées au niveau de l'administration. La facturation avec des prélèvements, des reportings aussi bien pour les coûts d'achat que pour les ventes. Avoir donc une maîtrise des coûts, savoir exactement quelle solution est achetée à quel prix pour tel client. Est-ce que c'est rentable ou non? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Pouvoir valider tout ça d'un simple coup d'œil, ça fait gagner un temps énorme à votre service administratif en début de mois. Et enfin, la partie onboarding, puisque un gros avantage du modèle MSP, on l'a vu tout à l'heure avec la partie organisation technique, ça va être d'avoir un minimum de solutions. Donc forcément, si vous avez moins de solutions, mais qu'elles vous permettent de couvrir l'ensemble du spectre de fonctionnalités dont vous avez besoin, pour former des techniciens, des commerciaux qui rejoignent votre société, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, c'est extrêmement important de documenter, de mettre en place des process clairs, précis, qui vont permettre d'accompagner et de faire monter en compétences vos collaborateurs. Afin de bien vous rendre compte et d'un exemple assez parlant que les commerciaux peuvent utiliser, aussi bien d'ailleurs, vous pouvez très bien l'utiliser en interne pour vous, remettre en cause ou présenter ça avec des prospects qui travaillent justement, seuls, sans passer par un MSP. Il y a des outils comme je vais essayer de vous le présenter, ce tableau-là. De calcul de coût, en fait, de l'automatisation. Quel est l'intérêt d'automatiser un maximum? Alors, c'est une ébauche, hein, très clairement, c'est vraiment dans un monde idéal, mais ça reste comment dire? Un bon indicateur chiffré. Là, j'ai pris le cadre, par exemple, d'un MSP avec, 15 employés qui gérerait, une centaine de serveurs, 800 postes de travail, 15 appareils réseau avec un coût horaire du technicien de 30 €. Ce qui va derrière on va renseigner, les différentes actions qu'il doit faire pour la maintenance du parc, aussi bien au niveau des postes de travail, que des serveurs. Le temps manuel pour accomplir ces tâches et derrière le temps, une fois que la gestion est, que ces tâches sont automatisées. Donc le temps que ça prend pour que les solutions gèrent ces tâches-là et éventuellement avec une action manuelle derrière. On se rend compte qu'en automatisant toutes ces tâches qui sont, plutôt chronophages, vous pouvez le voir, on arrive à dégager, des retours sur investissement vraiment colossaux, extrêmement importants. C'est beaucoup de petites actions à mettre en place. Alors l'implémentation de cette automatisation ne se fait clairement pas en claquant des doigts, c'est un vrai projet qui prend du temps, qui doit être, très bien cadré et accompagné, mais une fois que c'est mis en place, ça permet vraiment de démultiplier les forces. C'est assez extraordinaire et c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de nos clients, on se retrouve avec des MSP qui ont un profil similaire, par exemple donc avec 5-10 employés et il y en a, on va se retrouver avec des MSP qui vont avoir un parc de 300, 400, 500 machines et d'autres où on va dépasser les 1000 machines et ils peuvent encore en absorber plus parce qu'ils ont automatisé, vraiment standardisé aussi bien leur offre, leur process technique et l'onboarding des clients et donc derrière, c'est, un client avec, un parc de données, avec des postes au travail, des serveurs, ils savent comment l'administrer, ils ont des modèles de surveillance qui sont prédéfinis et donc les mettre en place, c'est du standard pour eux. Ils ont juste à prendre un modèle et à l'appliquer à ce client-là avec une légère customisation. Je vais juste préciser justement, Alan, si tu permets, Ouais. que l'automatisation sera le thème de la prochaine matinale, donc qui sera le 2 mars. Donc ça peut tout à fait, ça va développer ce sujet-là que tu viens juste d'évoquer. OK. Derrière, on va pouvoir voir quels sont les outils à mettre en place puisque l'organisation est validée. Donc sur la partie technique, un minimum de plateforme, une centralisation des informations. Donc, typiquement dans la salle technique, avoir un écran ou plusieurs avec, qui va servir de tour de contrôle et ne voir que les alertes vraiment importantes. Généralement, ça va concerner bien entendu la partie serveur. Il va falloir également, que ces solutions communiquent entre elles. C'est extrêmement important, parce que si vous avez une alerte d'un côté, mais qu'elle ne remonte pas sur la tour de contrôle,
ça n'a pas de sens, ça risque de passer vous risquez de passer à côté et là, ça devient très, très, très problématique. Donc c'est vraiment extrêmement important de construire une offre cohérente, qui avec des outils qui se complètent, et éviter bien entendu un maximum de redondance. C'est ce qu'on essaie de proposer, chez Whatsapp avec le catalogue qu'on a validé. Sur la partie commerciale, plus l'offre va être claire, plus le commercial sera à l'aise pour la présenter à ses clients et bien entendu le message sera mieux perçu. Puisque à partir du moment où comment dire? Un commercial avec un background un peu technique, va commencer à parler technique à un client qui n'y connaît rien, le risque c'est que le client pense que le commercial essaye de l'avoir, essaye, de le tromper. Alors que là, avec une offre qui va être claire, précise, avec des mots simples, il sait exactement le périmètre qui va être couvert, il sait que ça répond à son besoin et il y aura toutes les informations dont il a besoin pour prendre contact, assurer le support, savoir quel périmètre d'action du MSP. Donc il ne peut pas derrière venir vous voir en disant: «Vous n'avez pas fait votre boulot», par exemple pour de la maintenance de serveur, si votre contrat ne comprenait que la partie poste de travail. Tout est écrit noir sur blanc. Et en plus de ça, comme on a mis en place un minimum de plateformes et que vous avez bien tout documenté, que les process sont bien clairs et précis, le commercial serait même en mesure, de faire des démonstrations, par exemple, démonstration d'un agent, comment déployer l'agent, quelles sont les informations remontées, prise de main à distance, sans déranger le client. Faire une petite démo technique avec le client, ça fait son effet, et ça montre votre expertise. Vraiment, quand vous avez mis en place des offres MSP, ne rechignez pas à les montrer à vos prospects, à vos clients, afin de montrer que vous utilisez des outils professionnels. Ce n'est pas, de la bricole que vous faites, c'est vraiment quelque chose de très cadré, très pro. Hem, enfin sur la partie administration, donc, les rapports sont vraiment extrêmement importants. Ça rentre aussi bien dans le cadre administratif que dans la partie commerciale, puisque ça va être la preuve de votre action. C'est in fine tout le rendu de votre travail, c'est ce qui va être visible par le client. Peut-être même plus encore que la partie, ticketing. La mise en place des prélèvements va être vraiment, et donc, le fonctionnement pour automatiser va être indispensable et la centralisation de la documentation, va être également un point fort de la structure du MSP. Savoir quelle est la base client, comment la documenter, quels sont les pour pouvoir recenser toutes les informations des différents employés et enfin, bien entendu, pour la partie fournisseur, quels sont les bons contacts techniques, commerciaux, administratifs, comment où les contacter, comment les contacter, en cas de départ, comment faire pour faire de l'onboarding de nouveaux employés au sein de votre structure. Tout ça doit apparaître dans un outil pro. Alors on va voir maintenant quel est, l'avenir pour les MSP. Donc comme je vous le disais, en introduction, on voit vraiment 2 tendances se dessiner. Heu, on a les MSP, qui représentent vraiment 90 95 du parc, actuel, mais on voit qu'il y en a certains qui ont tendance plutôt à partir à évoluer, pour devenir des centres de maintenance. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se concentrer, industrialiser la maintenance des machines. Ils vont ne faire que ça, ils ne gèrent pas la partie commerciale. Au final, ça devient, comment dire? Une externalisation des techniques pour des MSP ou pour certains grands clients finaux. Ils vont vraiment se centraliser sur cette partie-là avec des outils dédiés, une expertise donnée et donc des outils qu'ils auront, validés au préalable. L'autre tendance, ça va être ce qu'on appelle les MSSP. Donc c'est, des MSP, vraiment spécialisés sur la sécurité, qui ne vont gérer que ça, mettre en place donc idéalement un SOC et donc un Security Operations Center et ils vont pas s'intéresser en fait à la maintenance du parc en tant que tel, ils vont vraiment se focaliser sur la stratégie, de sécurité à mettre en place pour assurer et garantir, que tout se passe bien chez le client, qu'il n'y ait pas de tentative d'intrusion, qu'il n'y ait pas de fuite de données, que tout soit bien géré, en interne et protéger bien entendu les utilisateurs. Pour résumer, pour, créer un business MSP, fiable et réussir dans cette transition, il faut avoir défini une cible qui vous correspond, que vous pouvez adresser et quand vous allez lui parler, qui parlera la même langue que vous. Avoir une offre claire pour une communication simplifiée aussi bien pour votre force commerciale que pour toute action marketing. Avoir une organisation qui va vous permettre, d'automatiser un maximum de choses, qui va vous permettre d'être flexible, dans, la construction de vos offres. Avoir des outils, centralisés qui vont vous permettre de minimiser les coûts, tout en ayant l'ensemble des fonctionnalités dont vous avez besoin et donc, d'adresser un parc, assez large. Avoir une philosophie de standardisation sans être rigide. J'entends par là avoir un modèle, d'offre prédéfini, mais ne pas pour autant, fermer la porte, à une demande dès qu'on sort de ce cadre-là. Justement, tout l'intérêt du modèle MSP, c'est cette agilité, qu'offre,
le modèle, aussi bien commercialement que techniquement. Là, par exemple, sur l'année 2020, on a vu qu'il y a eu, ça a été assez mouvementé, les MSP ont su rebondir en adaptant leur offre très rapidement, et les clients ont été fidèles. C'est-à-dire que forcément, vous avez baissé les coûts, derrière, il y a eu la reprise, vous remettez en place ça, les clients ont vu que la facture a baissé, que vous avez joué le jeu, et ils vous remercient pour ça. Et enfin, l'intérêt vraiment, la force du modèle MSP se trouve dans l'automatisation et dans la capacité que vous allez avoir à démultiplier votre potentiel, tout en améliorant votre niveau de service et donc en faisant monter en compétence l'ensemble de vos collaborateurs. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et Vincent, je te redonne la main. Je vais avoir quelques questions pour toi, Alan. Le mieux, c'est peut-être d'essayer d'y répondre maintenant, puisque c'est encore frais dans les têtes. J'ai notamment une question donc, de M. Diaz qui est très intéressé par les tableaux que tu as montrés, les tableaux de calcul de coûts. Est-ce que ces tableaux sont accessibles, disponibles? Est-ce qu'ils sont récupérables quelque part? Alors, quelque part, oui, normalement, c'est des documents qu'on met à disposition de nos clients. Donc, c'est pas forcément s'il y a pas mal de ressources qui sont disponibles directement sur l'espace sur l'espace revendeur de Whatsoft. D'autres qui sont disponibles sur les espaces de nos partenaires, par exemple comme SolarWinds. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous les faire suivre. D'accord. Une question qui, moi, m'intéresse aussi. Que fait-on face à un mauvais client? C'est-à-dire un client qui sollicite justement beaucoup trop de temps homme par rapport à ce qu'il rapporte, parce que c'est évidemment des cas qui doivent se présenter assez régulièrement. Est-ce qu'il y a des bonnes ce genre de comportement, je dirais? Est-ce qu'il y a des bonnes quoi, pardon, ça a coupé? Des bonnes pratiques à avoir, des bons réflexes sur... Il ne faut pas hésiter à trancher dans le vif. Malheureusement, on peut essayer de s'accommoder, de trouver, d'offrir de la flexibilité, mais jusqu'à un certain point. On l'a bien vu à partir du moment où un client va grignoter sur la marge, le temps homme va devenir trop important. Il est peut-être plus rentable de focaliser ses ressources sur d'autres prospects, commencer à démarcher, mettre en place des actions pour rentrer des clients qui vont être moins chronophages et avec une meilleure valeur ajoutée. D'accord. J'ai une question également de Benoît qui dit que malgré tous ces conseils, est-ce qu'on constate aussi des échecs dans la transition vers le modèle MSP? Est-ce qu'il y a des cas où ça ne marche pas ou est-ce que c'est une solution qui est miracle, on va dire? Alors, il n'y a pas d'échec à proprement parler. C'est pas parce que quelqu'un va faire la transition. Enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu parler de personnes de MSP, enfin, de revendeurs ayant fait la transition en modèle MSP qui ont raté à cause de cette transition. J'en ai pas, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Par contre, ce qu'on voit, c'est que justement cette transition peut parfois prendre beaucoup plus de temps que prévu, faute de temps, notamment chez les petites structures. Si on va vouloir mettre en place beaucoup d'automatisation, on va vouloir changer le modèle économique, mais à côté de ça, il y a toute la partie opérationnelle et les demandes des clients. Et ça, on ne peut pas passer outre parce que c'est ce qui permet au MSP de vivre. Donc cette transition, il faut vraiment être très précis, prêt à investir également du temps, peut-être même de l'argent, en embauchant, par exemple, ça peut être un stagiaire, ça peut être un contrat pro, ça peut être une ressource à temps plein, pour justement faire cette implémentation et faire ce changement. Mais c'est quelque chose qui va être très long à mettre en place, mais qui en vaut vraiment le coup. Très bien. Merci beaucoup, Alan. Il y a une question qui demande aussi savoir si le replay du webinaire sera disponible. Oui, il le sera. Nous enregistrons, donc il sera disponible. On vous indiquera les modalités pour y accéder. Je pense qu'il y a une chaîne YouTube, je crois, qui est consacrée à ça. Donc, de toute façon, merci beaucoup, Alan, pour cette présentation très complète. Et je vois que Hervé Layet nous a rejoint. Bonjour, Hervé. Vous m'entendez bien? Oui, bonjour, Vincent. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est parfait. Impeccable. Donc, Hervé, je le disais tout à l'heure dans ma présentation, vous êtes donc revendeur, donc au sens large du terme, vous êtes situé à Auxerre, et votre témoignage va être particulièrement intéressant parce que votre structure, donc Layet, existe depuis quand même quelques décennies, on va dire maintenant. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous refaire un petit historique sur la création de Layet? Alors, c'est toujours difficile de parler de son entreprise et de sa passion, puisque c'est vraiment les deux qui sont liés. L'entreprise a été créée en 1985, c'est un rêve d'entrepreneurial de mes parents qui ont créé une entreprise liée au système d'impression. À l'époque, il y avait même des machines à écrire, c'est très Xerox. Moi, à l'opposé, en 89, j'avais plutôt une vision très associative de l'informatique, partager le savoir. Pour moi, l'informatique, c'était l'informatique pour tous. Et de ces deux mondes, eh bien, on a découvert très rapidement les solutions WinFrame, Citrix, pour ceux qui connaissent, qui nous ont emmenés à comprendre les architectures 3 tiers.
les maintenir. Déjà à l'époque, il fallait se souvenir, hein, centraliser un serveur Citrix, c'est centraliser aussi des utilisateurs. Donc en termes d'accompagnement, en termes de maintenance, on voit bien qu'on avait déjà les prémices de ce qu'on a vu avec Alan ce matin, notamment en termes de maintenance. Et puis très vite ensuite VMware, on était dans les premiers certifiés VMware. Je vous le disais, avec Jacques Heller, on a fait venir Ratmir pour Vim. Donc des solutions très... on est beaucoup dans la veille. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est notre rôle à nous d'être dans la veille pour mieux accompagner nos clients. Et l'entreprise, pour finir, nous sommes 30 collaborateurs, en fonction des années entre 3 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ce chiffre d'affaires, ce qui ne change jamais, c'est la quote-part du service qui chaque année s'améliore. Et notamment, la plupart des clients aujourd'hui qui viennent à nous viennent véritablement pour l'expertise, le service et l'accompagnement. La capacité à parler avec un langage humain, accompagnant, et qui leur enlève cette épée Damoclès, cette difficulté pour eux qui est de transformer leurs entreprises. La transformation numérique des entreprises nécessite véritablement une vision d'accompagnement. Il faut que excusez-moi, vous avez un positionnement uniquement B2B, hein, il faut quand même le préciser parce que c'est pas toujours le cas justement dans votre activité. Et vous avez, je crois, une typologie de clients extrêmement vaste. Vous pouvez nous dire à peu près ça va de combien à combien de postes? C'est assez impressionnant. Oui, ça c'est rigolo effectivement. Alors c'est presque paradoxal par rapport à notre recrutement et vous verrez que c'est pas si éloigné que ça. Alors déjà pourquoi le B2B? Parce que je pense qu'à un moment dans une offre, il faut être un expert. On peut pas être bon dans tous les domaines, on peut pas répondre positivement à tout le monde, et quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc il y a un moment, il faut choisir. Notre choix a été clairement orienté dans le monde des entreprises, notamment par rapport aux actifs que ces entreprises elles ont. Souvent aussi cette notion véritablement de trésor. Hein. Les entreprises, elles ont des trésors, des savoir-faire, des recettes, des ordres de fabrication. Toute cette partie-là, on comprend bien qu'il doit être en continu. C'est la même chose avec un hôpital en fait. Un hôpital, le trésor, c'est les humains, les équipes autour qui vont faire un travail exceptionnel. Et bien, il faut que l'outil informatique il soit en réponse, qu'il soit toujours opérationnel. Donc effectivement, on a fait ce choix du B2B. Et dans ce B2B, et depuis 89, parce que c'est vraiment propre à l'informatique ce que je vais vous dire, et informatique, infrastructure, sécurité, puisqu'on va retrouver ces deux grands pendants chez nous depuis une vingtaine d'années. C'est qu'on se retrouve avec des clients qui ont un ou deux éléments actifs, un serveur, 3-4 postes, même quelques clients qui ont que 3-4 postes, et on va sur des très grosses maisons côté au CAC 40 ou au Nasdaq, qui amènent le plus gros client doit avoir 37 000 machines. Donc je vous disais toujours en rigolant, on peut raccrocher avec des grands hommes et grandes femmes de ce monde qui nous emmènent, qui nous disent demain vous venez avec nous parce qu'on a une migration au Danemark ou en Suède et on vous met dans les petits papiers. Vous connaissez l'importance aussi de notre métier. Hein. Accompagner à ce niveau-là, c'est stratégique. Clairement, c'est stratégique. Et puis on raccroche et puis vous avez un petit artisan qui vous appelle en disant je comprends pas, j'ai un truc bizarre sur mon ordinateur, est-ce que tu peux m'envoyer un tech? Voilà, c'est paradoxal, mais nous finalement on aime bien ce grand écart. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la notion de service, de mutualisation, d'automatisation dont parlait Alan tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez pris en compte avant même qu'on parle même du modèle MSP, quelque chose que vous avez défini dans votre business model à la source, je dirais. Oui, alors, je vous assure, c'est pas vendeur, mais un jour on me dit alors t'es MSP, et moi je dis là, MSP, Microsoft certifié. Ben non, ça peut pas être certifié. Ah, Sales Partner? Oui, je suis Microsoft Sales Partner. Je dis mais non, mais je lui montre l'entreprise, il me dit ah bah alors t'es MSP, il n'y a pas de souci. Oui, dès le début, on se souvenait des 4 règles, hein, comment on démarre une architecture, comment on l'arrête, comment on la sauvegarde, comment on la restaure. Très vite, pour ceux qui ont connu, on mettait des petits bulletins VCheck, on avait des syslogs, on remontait ça chez nous sur un super outil qui s'appelle, je fais un petit clin d'œil à Sexylog. Donc on avait des machines chez nous qui n'étaient pas du tout amorties, parce que finalement on payait des courants, des data centers, on voulait de la haute disponibilité, donc ça, on répliquait dans nos autres data centers pour faire quoi? Concaténer, capitaliser, centraliser l'information. Et cette information, on était prédictif. Alan, il a dit, c'est un mot très très fort, un MSP, c'est pas quelqu'un qui attend un coup de fil. Un MSP, c'est quelqu'un qui est véritablement dans la prédiction. Et ce qui est assez extraordinaire, faut prendre un peu l'histoire des grands comme IBM, toutes ces technologies qui ont été inventées, comme le Smart par exemple. On sait qu'un disque dur va petit à petit nous prédire, les disques mécaniques à l'époque, vont nous prédire un dysfonctionnement parce que on connaît cette phase de mise en danger des disques. Voilà. On connaît cet apprentissage pour arriver sur une pièce qui va plus être utilisable.
eh bien, dans les outils informatiques, on retrouve ça. Le fait, nous, on a la chance de travailler en France et à l'international, dans des endroits, que ce soit l'Afrique ou dans des pays de l'Est, on a des sondes. Et ces sondes, elles nous amènent à des nouvelles informations, nouveaux usages dans certains cas, mais surtout nouveaux risques ou nouvelles difficultés, notamment sur des patchs. Le fait justement d'avoir une étendue comme ça nous permet d'anticiper un petit peu cette compréhension. Et c'est vrai que depuis le début, on a fait du MSP parce que très vite, on a supervisé l'actif de nos clients. Et puis c'est devenu un vrai service. Vous viendrez chez nous, et je l'espère avec grand plaisir, les portes de l'entreprise sont toujours ouvertes. Vous verrez des multitudes d'écrans, de la jeunesse, parce que, et je finirai là-dessus, passer de 1 à 35 000, c'est un énorme avantage. Nous, depuis plus de 20 ans, on donne des cours à l'université, c'est transmettre le savoir, c'est quelque chose de très important pour nous. On reprend toujours cette image de Newton, comme quand Newton a trouvé la relativité, on lui a dit, mais comment vous avez fait? Eh bien, je me suis appuyé sur les épaules des anciens qui ont travaillé avant. Et bien là, c'est la même chose. On a cette jeunesse qui vient, qui va être en support, qui va être en niveau 1, qui va être en complément. Et petit à petit, on voit bien ceux qui veulent être dans les grosses infrastructures Xenap, les gros déploiements VMware ou Vim. Eh bien, c'est une école de l'excellence. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des clients de toute taille. L'apprentissage va permettre justement de les accompagner aussi. Je vous l'avais dit, symétrie, attention client, collaborateur. Il faut que les deux soient dans un équilibre. Et par rapport à l'offre justement que vous avez basée sur ces piliers-là, vous pouvez faire une petite cartographie un peu des différents services que vous proposez à votre catalogue? Eh bien Vincent, c'est le mot que j'aurais choisi, cartographie. Alors on commence par la base, c'est le plus classique, c'est les anciens techniciens qui vous le diront, pour qu'un système y marche, il faut du courant propre. Donc on va superviser, on va vérifier le courant entre 9 et 10 fonctions pour vérifier que le courant est bien propre. Ensuite, on va vérifier l'intégrité. Alors, c'est les alimentations ou les bisalimentations, serveurs, switch, firewall. On va vérifier la haute disponibilité de ces éléments. Dans la foulée, puisque on arrive à la deuxième source de panne la plus classique, c'est le stockage et les disques. Donc, l'alimentation, les disques, ensuite le système d'exploitation, CPU, RAM. Là aussi, il n'y a rien de bien exceptionnel. Par contre, c'est fait de façon disciplinée. Recherche sur des mots précis sur le file system. Et puis, on va monter sur le côté applicatif, sur les bases SQL, qu'on va vérifier si elles sont bien opérantes. Avec un simple petit select, la réponse de la base va apparaître. Dans les DMZ, par exemple, les serveurs web. Et petit à petit, vous voyez que cette couche, elle est comme un mur de connaissances. On va monter le grade. Et puis, tout en haut, on va retrouver notre EDR. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, un antivirus à jour n'est pas suffisant. Il faut un minimum 2 choses. L'antivirus à jour, mais je commencerai même par le système d'exploitation à jour. Un système aujourd'hui qui est patché est moins critique qu'un système non patché qu'un antivirus à jour. On vérifie le patching, on vérifie l'antivirus, et ensuite on a un EDR qui est cette intelligence, puisqu'on ne peut plus raisonner de façon binaire, qui va être cette intelligence prédictive. Ah, je suis dans une action inattendue, alarme. Ce qui nous permet de passer 500 millions de lignes à analyser à quasiment 7. Donc pour nos équipes à taille humaine, nous sommes une entreprise à taille humaine, on est 30 collaborateurs, passer de millions de lignes de code avec des gens qui ne se parlent pas forcément à finalement avoir toute une intelligence qui nous suit, nous permet de mettre l'humain au centre. Et l'humain va parler avec un autre humain parce qu'on est effectivement sur une détection ou une menace. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, tous les hackers n'ont pas répondu à l'appel de non-agression suite à cette crise sanitaire. Certains, malheureusement, en abusent. Et c'est aussi la raison pour laquelle on va jusque dans cette couche de service à proposer, nous, c'est un produit maison qui s'appelle Tulsa. On propose d'élever le niveau de conscience des collaborateurs et utilisateurs de nos clients en leur faisant des petits tests, ce qu'on appellerait aujourd'hui du white phishing, en fait. On va faire comme une vraie campagne de phishing, sauf qu'à la fin, au lieu de les sanctionner par une rançon, au lieu d'être moraliste, leur dire c'est pas comme ça qu'il fallait faire, au contraire, on va les accompagner, et on va leur expliquer que la vraie vie, elle est là, et on va commencer par reprendre les bases. Former. Quand on forme à la base, on n'a pas besoin de réparer à la destination. L'humain, évidemment, c'est essentiel, mais donc, quand on est MSP, évidemment, les outils aussi, c'est l'automatisation, on en parlait tout à l'heure, sont essentiels. Est-ce que vous basez sur des outils du marché ou est-ce que vous allez même aussi vers des développements propres? Est-ce que vous avez vos propres process pour justement optimiser toutes ces actions et mutualisation des services que vous délivrez? Alors là, Vincent, on n'est pas un bon élève. Pourquoi je vous dis on n'est pas un bon élève? Parce que, bien entendu, cette veille et cette ouverture d'esprit, le fait d'ouvrir les portes de l'entreprise, d'échanger avec nos confrères, eh bien, moi, je crois vraiment
Je crois vraiment qu'on est plus fort ensemble. Voilà. Et j'ai quelques confrères qui, des fois, vous disent « Ah ouais, non, on n'a pas ça. » Et puis là, il fait ben, c'est bizarre parce que nous, on a quand même ça nous fait gagner un temps fou. » Puis là, on s'arrête, on creuse. Et oui. On avait arrêté cette amélioration continue. Donc, il faut être constamment en amélioration continue. Alan le disait, la clé et l'enjeu, cette automatisation, elle permet le passage en volumique. Il n'y a pas de débat. Eh bien, par moment, on va réinventer la roue. Je vous parlais de MCO, dans le maintien en condition opérationnelle, on s'est fait un outil maison qui est juste magique. Il n'y a pas très longtemps, on le montre et on nous dit « Mais tu sais qu'il y a des grands produits du marché qui font ça ?» Bon, c'est un peu la douche froide, mais de l'autre côté, il sert au quotidien auprès des clients. Donc la réponse est oui, on s'appuie beaucoup sur des produits du marché et certains excellents produits qu'Alain a présentés d'une façon plus ou moins, comment je dirais, neutre, en marque blanche. Eh bien, on les connaît bien, ces produits, nous on les utilise au quotidien. Et notre maître mot, encore une fois cette année, sur les 2 ans qui arrivent, c'est véritablement d'interfacer nos API pour que l'information importante soit traitée. Il ne faut pas tenir compte de ce brouillard, de ce bruit. Et là, on s'est ouvert, on écoute un petit peu comment font les militaires, on regarde un petit peu l'effort spécial. Chez nous, il y a véritablement une vérification, on s'est loupé ou qu'on ne s'est pas loupé. L'équipe revient, on débriefe, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, et on s'améliore, on note. Et ça peut paraître un peu militaire, ça ne l'est pas. C'est simplement la vision de s'améliorer. Et pour bien s'améliorer, il faut être structuré, il faut être discipliné. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, on revient en se disant, bon, ce développement interne, nous sommes arrivés à ce qu'il faisait. Pour aller plus loin, eh bien, on va revenir chez des gens dont c'est le métier. N'oublions jamais cette règle simple. Ceux qui sont spécialistes dans un métier sont obligés d'être performants, sinon ils disparaissent. C'est l'énorme avantage, nous, et ça a toujours été notre vision modulaire, on s'appuie sur les meilleurs modules et à nous d'interférer et d'interfacer plutôt à ces points pour que le client ait le meilleur des services. Et vous avez dit quelque chose de très important, le reporting. Et là, on pêche. C'est vraiment là-dessus, il faut mieux qu'on présente à nos clients. Quand ils viennent, ils disent « Ah, ben je comprends mieux ». Et souvent, le réflexe, c'est « Ah, ben j'ai bien fait de venir ». Parce que nos reportings, ils sont trop techniques, ils sont trop faits pour des techniciens. Alors que finalement, moi, j'adore un médecin quand il vous fait un bulletin de santé. Vous savez, ce petit bulletin de santé très court. Et vous dites « C'est bon, j'ai tout compris ». Mais quand il rentre dans la prise de sang et vous ne comprenez rien du début à la fin, au bout d'un moment, vous en avez marre, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir de ce rendez-vous. Vous avez l'impression d'être rien comprendre finalement. Donc l'importance là aussi de communiquer. C'est le principe de la médecine chinoise, on paye le médecin que quand on est en bonne santé et pas quand on est malade en fait. Exactement. La part du service, vous l'avez évoqué tout à l'heure au tout début, vous êtes à peu près à 50-50, hein, je crois que vous m'avez dit c'est 46% aujourd'hui de la hauteur du service. Ça veut dire que donc le transactionnel reste quand même un facteur évidemment prépondérant dans votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez concevoir faire du transactionnel qui ne débouche pas sur du service, ou est-ce que vous essayez quand même toujours de combiner les deux? Alors, la réponse est très claire. Comme pour le client final, il y a des gens qui savent très bien faire, nous pas. Donc, s'il n'y a pas, in fine, une vision service, qui peut être décalée dans le temps, hein, je peux comprendre, pour une raison de budgétaire, on va consolider la meilleure des machines possibles, on l'acquiert, et après, forcément, chez nous, il y a une nécessité de vous accompagner dans ce déploiement ou dans la supervision. Donc, on n'ira pas chez un client, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Hein. C'est que à ce moment-là, choisissez des gens dont c'est le métier d'être volumique, de vous proposer le meilleur prix, la meilleure machine au meilleur prix. Notre approche, elle est différente. Vous l'avez dit, cette part de négoce, elle est possible parce que c'est les clients qui nous le demandent. Donc là, c'est une mission, c'est du service. On nous demande d'accompagner et de trouver dans le meilleur rapport qualité-prix la bonne machine. Et voilà. Et finalement, si on nous dit derrière, vous savez, on va prendre que les machines, eh bien, on se fera payer cette prestation de service. C'est un échange de bons procédés, de sachant à sachant. Voilà, on est gagnant-gagnant. Par contre, on n'a pas intérêt, nous, à aller délivrer les machines, même si on a un outil de logistique de déploiement qui est superbe, il est fait pour permettre le service derrière. Donc, on ne va pas enlever des heures de déploiement pour des produits, enfin pour des solutions qu'on ne supervisera pas derrière ou qu'on ne servira pas. D'accord. Pour développer cette part de service, et là, on va faire la transition avec la table ronde qui va suivre, est-ce que vous envisagez d'aller vers des domaines un peu connexes, on va dire, comme les télécoms, par exemple, qui se développent évidemment depuis la crise de la pandémie encore plus, les communications unifiées, la visioconférence, comme on le voit aujourd'hui. Est-ce que c'est des domaines que vous allez explorer également pour développer votre activité? Eh bien, écoutez, oui, je tends les mains. On a beaucoup investi dans les technologies Orange.
qu'on maîtrise bien. Mais pour accompagner nos clients, aujourd'hui, on accompagne nos clients dans les technologies Adista, dans le monde opérateur. Mon vœu pieux, et ça fait plusieurs années, c'est d'avoir un véritable service dans le monde de la téléphonie pour accompagner au mieux nos clients et avoir une offre hétérogène finalement, une vision homogène pour le client qui se dit, eh bien voilà, mon partenaire qui m'accompagne va aussi m'accompagner. On fait beaucoup de SD-WAN. Hein, tous nos firewalls sont en SD-WAN, on a même des découpleurs de lignes, compression, ce qu'on va vraiment appeler, pour ceux qui connaissent tout ce qui est notion un petit peu de Cyberpeak, de Riverbird, dès qu'on est sur du multisite, les yeux, les oreilles nécessitent qu'on ait des boîtiers qui analysent, qui compressent. Et tout ça nous amène on est à 2 doigts de le faire. Pour l'instant, on le fait avec des partenaires, parce qu'ils sont bons, mais on leur a toujours dit, on a vraiment envie d'activer et d'actionner cette carte, et ça va être génial pour nous humainement, ça va être une aventure humaine, on va réintégrer, on va embaucher, on va former, et le but, c'est que ce service devienne un service phare, comme chez nous la sécurité, comme chez nous l'infrastructure, les systèmes d'impression. Ça a vraiment du sens. Et on attend l'aliment des planètes, on attend le Citrix, le VMware de la téléphonie qui viennent nous rencontrer et avec qui on écrira une belle histoire et un bon bout de chemin. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Hervé. Je sais que vous avez très peu de temps là, donc vous allez devoir nous quitter. Vous n'allez pas pouvoir rester à la fin pour la session de questions-réponses. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre témoignage qui était vraiment intéressant, et c'est donc une transition parfaite pour entamer la table ronde que nous allons faire avec OpenIP et WhatsApp. Merci beaucoup Hervé, je vous souhaite une bonne journée. Je vais regarder le replay avec grande attention. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, peut-être vous présenter rapidement tous les deux. Jean-Baptiste, vous commencez? Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste Péqui, je suis directeur général d'OpenIP, qui fait maintenant partie du groupe Destiny. Donc, je m'occupe de toutes les activités vente indirecte de Destiny OpenIP en France. Oleg, je vous laisse la parole également pour vous présenter. On peut représenter WhatsApp en 2 mots, mais même si je pense que tout le monde connaît WhatsApp, évidemment. Alors, bonjour, moi je suis un des cofondateurs de WhatsApp et président de la société. Je m'occupe plus de la partie commerciale de nos activités. Et nous avons découvert le monde MSP. On a commencé un long chemin de pèlerinage en 2006. Et donc, je suis très content qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une discussion autour de ce sujet qui, aujourd'hui, devient incontournable. Très bien. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous deux, c'est quelles sont aujourd'hui les raisons qui poussent l'accélération du modèle MSP, notamment en France. C'est un modèle qui, notamment dans les pays anglo-saxons, est déjà très mature, ou scandinave. Aujourd'hui, en France, on voit une accélération. Comment vous l'analysez? Peut-être, Oleg, vous voulez répondre sur ce point? Alors, il est clair que nous, on constate depuis peut-être 5 ans une forte accélération, en sachant que nous sommes dans ce domaine depuis 2006. Et donc, comme dans toute nouvelle activité, il y a cette partie d'évangélisation qui nous a pris pas mal de temps. Tout c'était relativement nouveau. Comme vous avez dit, c'est un concept qui est venu des États-Unis. Donc, il a fallu faire quand même quelques adaptations à notre mentalité européenne. Et après, on a fait aussi certainement quelques erreurs, mais on s'est rendu compte que ce domaine commence à intéresser de plus en plus des acteurs. Et puis, quand les grands acteurs sont rentrés dans l'arène, je pense que ce qui était peut-être un projet, un doute au début, est devenu comme une évidence. Et aujourd'hui, tout le monde se rue sur ce chemin. Mieux que cela, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu carrément une demande de clients finaux, parce qu'ils se sont habitués à un nouveau modèle de consommation de l'IT. Et je laisserai Baptiste parler du monde de communication. Mais à la fois le mode OPEX, à la fois une meilleure organisation de travail, ce qui a été tellement bien expliqué par Hervé Léher tout à l'heure, l'automatisation, le gain d'efficacité font que les atouts sont devenus indéniables. Et ce qui
Et aussi un facteur qui a accéléré les choses parce qu'on a vu que ce modèle, il a bien résisté à la crise que nous continuons de vivre actuellement. Et donc, ceux qui ont pris le pas avant, aujourd'hui, tous, sans exception, confirment que ce choix a été judicieux à ce moment-là. Et donc, il y a d'autres acteurs qui migrent vers cette voie de managed service provider. Jean-Baptiste, oui, comme Oleg le disait, dans le monde telco, est-ce que c'est quelque chose également qu'on constate, cette appétence pour un monde de services managés? Alors, oui, évidemment. Après, ce qui est intéressant dans l'histoire d'OpenIP, c'est qu'en fait, OpenIP s'est créé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, à l'époque, sur un marché telco entreprise qui était complètement géré par la distribution. C'est-à-dire, vous aviez, il y a 15 ans, des distributeurs Bouygues Télécom, des distributeurs SFR ou des vendeurs directs qui amenaient un service aux entreprises. Et en fait, OpenIP s'est créé à l'époque avec une approche qui était différente, mais qui était finalement le démarrage de ce modèle MSP en proposant à des intégrateurs le fait de pouvoir amener la voix sur IP à leurs clients en profitant d'un service techniquement fiable et d'un vrai support technique. Et en fait, ça a permis aux intégrateurs de proximité des entreprises qui étaient parfois sollicités sur la téléphonie de se dire, il faut que je rajoute peut-être cette corde à mon arc. Et donc, je vais m'appuyer sur un acteur qui va m'amener une solution et qui va m'amener un vrai support technique parce que finalement, ma crédibilité vis-à-vis de mes clients, ma valeur ajoutée, c'est ma capacité à leur amener une solution qui marche. Et donc, si vous voulez, nous, on a vécu et on a grandi avec ce modèle MSP chez OpenIP et on l'a vu s'accélérer de plus en plus. Pour la petite anecdote, au démarrage d'OpenIP, quand on avait des intégrateurs qui venaient vers nous et qui vendaient notre voix sur IP à un client final, ils nous demandaient même pas de leur payer les commissions qui étaient dans leur contrat. Il y en avait qui me disaient, écoutez, tant que ça marche, je suis content parce que je sais que mon client il va être content et que tout le business matériel, informatique, réseau que j'ai à côté de ça n'est pas mis en danger. Petit à petit, il y a eu vraiment une prise de conscience aussi de l'intérêt de ces solutions. Ils nous ont de plus en plus facturé leurs commissions et il y a eu une accélération forte avec ce qu'on a amené autour de la marque blanche. Et aujourd'hui, on le voit, c'est-à-dire que évidemment, dans notre discours, notre objectif, nous, en tant qu'OpenIP, c'est d'amener un catalogue télécom le plus complet possible pour adresser la PME, mais surtout dans un modèle automatisé totalement qui permet à ces acteurs de jouer leur rôle de fournisseurs de solutions de proximité. Et si vous voulez, nous, ce qu'on a vécu, on a été en gros observateur de ce marché MSP en y étant au démarrage et on a vu une vraie accélération avec notamment des gros acteurs, comme ce que disait Oleg, des gros éditeurs qui ont poussé ce modèle-là. Et aujourd'hui, c'est tout à fait naturel pour tous nos partenaires de se positionner comme le fournisseur unique de leur solution, d'autant que les télécoms peuvent représenter un catalyseur pour aller vers ce modèle MSP. Parce que les télécoms, historiquement, un client est totalement habitué à être facturé mensuellement pour sa partie télécom. Et donc, ça permet, quand vous êtes, vous, vis-à-vis de ce client et que vous lui facturez ce service mensuellement, de créer un effet, effectivement, d'entraînement sur toute votre gamme pour amener cette approche de solution globale avec une approche plutôt mensualisée. Oui, ça crée donc des passerelles naturelles forcément entre les telcos et l'IT qu'on voit aujourd'hui. Vous en êtes tous les deux la preuve. Mais quels sont les leviers, mais aussi les freins dans la transition vers le modèle MSP, notamment vis-à-vis des relations avec le client? Il y a des freins et il y a aussi aujourd'hui des accélérateurs. Je pense que le plus gros frein se constitue une transition d'un mode traditionnel vers un mode MSP parce qu'on ne part pas de zéro. Hein. Et d'ailleurs, certains MSP qui ont réussi sont souvent des jeunes sociétés de pure players qui n'avaient pas de résistance en interne et qui ont les plus vite. Et du coup, ceux qui ont réussi à faire la transformation et nous, en tant que distributeur, on essaie d'aider cette transition. On a vu que parmi les freins, déjà,
s'habituer à facturer mensuellement. On préfère avoir plutôt des grosses affaires qui tombent, surtout quand il y a un plan de commissionnement commercial derrière. Après, aussi la technologie qui a évolué énormément ces derniers temps, c'est-à-dire qu'elle devient disponible dans le mode cloud et qui forcément diminue un peu le besoin de matériel, installation qui se faisait avant en prémisse chez le client. Donc maintenant, c'est disponible. Et puis aussi la possibilité d'offrir des services en marque blanche que la plupart de fournisseurs qui travaillent avec MSP proposent pour donner cette impression d'avoir un service qui est personnalisé, qui est aux couleurs de prestataires. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux partenaires et nous, on essaie d'intégrer en nos catalogues. Aussi, autre chose qui a fait que ça se développe, c'est qu'effectivement, on commence à en parler beaucoup plus. Et puis, nous, on a des programmes d'accompagnement qu'on a créés, que ce soit un côté technique, côté commercial et au marketing. Et donc, je pense que le chemin il est un peu long, il fallait un peu de temps pour avancer. Aujourd'hui, ça devient un sujet d'actualité. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi des freins en interne. C'est ça que vous dites, Oleg, parfois, sur les équipes commerciales notamment. Il faut aussi les convaincre que le modèle récurrent est également profitable. Il ne faut pas seulement s'arrêter à la signature de gros contrats. C'est là où il faut savoir gérer un modèle mixte, en fait. Ceci est vrai chez nos partenaires. Partenaires revendeurs et qui MSP, mais c'est vrai aussi côté éditeur parce qu'on a vu que ce modèle, ça posait des problèmes dans l'organisation de leur commercialisation de l'offre et des fois ils avaient peur que le MSP, ça cannibalise un peu les grosses affaires et c'était vraiment un frein. Jean-Baptiste, vous voyez, j'ai l'impression, plus d'accélérateurs que de freins, de toute façon, sur ce modèle-là dans la partie telco. Vous l'avez dit, c'est dans l'ADN des intégrateurs télécoms de faire du récurrent. Donc, c'est plutôt un tremplin, j'imagine. Alors oui, c'est ce que je disais sur l'approche de catalyseur, c'est-à-dire que nous, on est souvent vu comme une solution pour commencer à développer ce modèle-là. Après, ce que je rajouterais quand même, qui est important, et je trouve que ça a été très bien dit par Hervé sur le précédent échange, c'est qu'on met quand même dans ce modèle MSP une responsabilité très forte sur l'entreprise. Et ça marche bien d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que on parle de guichet unique, d'acteurs de proximité, d'acteurs de confiance. Donc tout ça, c'est vrai. Mais pour passer de la théorie à la pratique, il y a un enjeu très, très fort. Et notamment quand vous basculez sur ce modèle MSP, il faut savoir maintenir un niveau d'opérationnel très bon. Et je trouvais que Hervé insistait beaucoup là-dessus et il a raison. Et nous, finalement, aujourd'hui, c'est un de nos enjeux forts chez OpenIP. Quand on amène une solution à nos partenaires, c'est pas simplement d'amener le bon produit, mais c'est qu'autour de tout ça, l'opérationnel soit le plus fluide possible. Parce que finalement, nos partenaires, ces acteurs de proximité qui développent ce modèle MSP, leur valeur ajoutée, leur crédibilité, la fidélisation de leurs clients passe par l'excellence opérationnelle. Et c'est facile à dire comme ça, sur une conférence, le mettre en œuvre derrière avec le sens client que ça implique et faire en sorte que le client perçoive la valeur, c'est pas évident. Donc, il y a un aspect opérationnel très fort en termes d'organisation. Et effectivement, Oleg a aussi dit, il peut y avoir des résistances internes, il peut y avoir le fait de dire, j'ai très bien gagné ma vie d'une certaine manière pendant 15 ans, pourquoi je changerais aujourd'hui? Ça, c'est vrai. Mais il faut entraîner tout le monde pour assumer l'excellence opérationnelle. Et il y a donc des enjeux aussi de marketing autour de tout ça. Alors, parfois, nos partenaires chez OpenIP, ils nous renvoient un petit peu dans nos 22 quand on leur parle de marketing, en nous disant qu'ils ne sont pas là pour faire de l'esbrouf. Mais en réalité, ce qu'on leur dit, c'est que c'est important que le client final arrive à toucher du doigt l'intérêt de travailler avec des prestataires qui sont dans ce modèle MSP. Et il y a un vrai enjeu là-dessus de marketing. Et donc, quand on dit ça, encore une fois, c'est facile de se le dire comme ça lors d'une conférence. Mais derrière, on s'adresse à des entreprises qui ont une pression opérationnelle qui est très forte et arriver à se poser pour revoir ses process,
pour travailler sur son marketing, c'est pas évident. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit accompagner nos partenaires et qu'on essaye de mettre en place autour des programmes qu'on peut définir. Et après, évidemment, Vincent, les télécoms, ça devient sur le marché PME, ça devient l'application informatique critique des entreprises parce que ça induit de la visio, du partage d'écran, ça induit de répondre à des nouveaux besoins en termes de fonctionnement qui est le home office ou le multisite. Et donc, évidemment, c'est un peu ce que je disais dans l'intro, c'est étant donné que les clients finaux sont habitués à être facturés mensuellement, ben, ça va permettre à des acteurs de basculer sur ce modèle-là. Moi, je vois parmi nos partenaires, il y en a un certain nombre, quand ils ont réussi à transformer ce modèle-là, en vendant des télécoms à leurs clients, à leur propre marque, ça les a aidés de vendre des prestations de maintenance ou de support ou de suivi mensuel qui étaient beaucoup plus difficiles à placer à une époque où on était plus dans de l'achat-revente. Justement, vous le disiez, les telcos, les télécoms, ça a énormément évolué, encore plus depuis un an, hein, avec la crise de la Covid. Bon, la conférence de ce matin en est encore un exemple, puisqu'on est tous en visio et pas en présentiel. Est-ce que vous avez vu aussi cette évolution au sein des clients d'OpenIP, notamment, avec encore plus de demandes sur ces sujets-là? Alors oui, évidemment, et pour nous, et pour nos partenaires qui veulent jouer ce rôle MSP, c'est une très grosse opportunité. Pourquoi? C'est très simple. Il y a quelques années en arrière, quand vous étiez face à des opérateurs traditionnels, j'ai envie de vous dire un accès Internet, un lien SDSL, un lien fibre ou un accès T0, chez Bouygues Orange SFR ou chez vous en tant qu'MSP, le produit était exactement le même. On était sur une bataille de tarifs. Aujourd'hui, on est sur des solutions sur lesquelles il y a beaucoup de demandes de la part des entreprises parce qu'ils voient que ça répond à une vraie problématique, mais en même temps pour lesquelles les briques de service sont assez larges. Je vais avoir du matériel, je vais avoir du réseau, je vais avoir le service et je vais aussi avoir la capacité à répondre à vraiment des problématiques métiers. Et pour nous, effectivement, cette très forte demande qu'on voit de la part des entreprises qui a été fortement accélérée avec la crise, elle met encore mieux en avant le positionnement MSP, qui est cette capacité à amener cette solution globale et à surtout répondre à un besoin métier. Je ne veux pas caricaturer la prise de position des gros opérateurs sur ce marché, mais on a des générations de commerciaux qui ont été formés à faire des remises sur facture. Alors que là, aujourd'hui, on parle besoin métier. Et je pense que nos intégrateurs, tous les partenaires avec lesquels on travaille, ont cette philosophie-là depuis toujours. Et ça leur ouvre aujourd'hui cette forte demande sur les nouveaux outils, les nouveaux usages, la possibilité d'exprimer leurs compétences sur ce marché de la PME. Quel est aujourd'hui le rôle d'un distributeur dans ce modèle MSP? On parle évidemment de différents services. Comment ça s'articule pour Whatsoft, par exemple, Leg? La première chose, déjà, c'est de proposer une offre qui a du sens pour notre réseau de partenaires. Et donc, là, il s'agit de rassembler des briques qui viennent de différents fournisseurs éditeurs qui sont plus ou moins complets, qui des fois peuvent être en concurrence parce que les stratégies de fournisseurs de services MSP évoluent, il y a des acquisitions. Donc, tout ça, c'est de rassembler dans une offre qui fasse du sens et s'il y a des redondances, de pouvoir bien l'expliquer quand il faut utiliser quel outil. Donc, mais la recherche de ces outils pour couvrir la gamme de besoins de clients finaux est permanente et on est aidé dans ce domaine à la fois par nos partenaires qui nous soufflent des bonnes solutions et quelques-unes dans notre catalogue et d'ailleurs les meilleures, les best-sellers proviennent souvent de ces conseils. Et aussi, aujourd'hui, l'idée c'est de construire un écosystème de solutions qui communiquent entre elles parce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, un seul éditeur, même s'il est très grand, ne peut pas couvrir tout. Donc, faire en sorte que ouvrir les passerelles entre les différentes solutions pour que le partenaire puisse proposer quelque chose de cohérent. D'autres aspects sont liés plus au développement de l'activité, que ce soit côté commercial, l'accompagnement. Et là, de ce point de vue, nous faisons régulièrement
soit des sessions de webinaires, des présentations. On a un cursus spécifique gratuit disponible sur YouTube, créé en coopération avec SolarWinds, qui est le MSP Institute. Il y a 10 sessions qui sont disponibles et qui ont un succès, hein, donc vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube. Mais il y a également un accompagnement marketing juridique. Récemment, on s'est staffé par un juriste qui va pouvoir proposer des contrats un peu type et qui sont importants pour les partenaires. Et bien sûr, quand on parle de l'excellence opérationnelle, il s'agit aussi d'assurer de notre côté le rôle de support technique, de formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer beaucoup ce dernier temps en investissant dans l'humain, dans les personnes, dans nos services pour pouvoir aider au mieux nos partenaires. Vous avez aussi un rôle à jouer dans tout ce qui est gestion des abonnements, du recouvrement, tout l'aspect financier qui peut dérouter, par exemple, un revendeur qui est dans le transactionnel et qui transite vers un modèle de service. Est-ce que c'est des choses aussi que vous mettez en place ? Il est clair que gérer une facture à 10 €, ce n'est pas la même chose que de gérer une facture à 120 €, même si les montants peuvent être différents, mais là, c'est le rapport qui compte. Donc, il est important… 10 € par mois, 10 € par mois, vous voulez dire ? Oui, par mois, oui, pardon. Oui. Parce que 10 € ou 120, ça ne change pas grand-chose, mais 10 € par mois ou 120 € en tout, c'est pas pareil. Effectivement, ça nécessite une certaine organisation. Donc, nous, on a investi aussi dans des outils qui agrègent les informations qu'on obtient de différentes sources de fournisseurs pour pouvoir offrir sur la même plateforme les données nécessaires à l'intégration. Aussi, on va aujourd'hui un peu plus loin dans les outils ERP pour que les MSP puissent proposer leur propre facturation. Mais ça, c'est quelque chose qui a été déjà vu depuis un petit moment dans le monde télécom. Je pense que Jean-Baptiste il pourra en parler un peu mieux de ça. Il va nous en parler tout de suite. D'ailleurs, au-delà donc des offres, des simples offres produits, quel est aujourd'hui le rôle d'un distributeur comme OpenIP du groupe Destiny, je le précise bien encore. Ouais. Comme le dit Oleg, si on doit garder un seul mot, on dirait facilitateur. C'est vraiment ça l'ADN. Donc, qu'est-ce que ça veut dire facilitateur? Ça veut dire évidemment un point de départ qui va être un catalogue suffisamment complet pour amener toute la matière première dont les MSP ont besoin. Ça va être un opérationnel qui est le plus automatisé possible et le plus ouvert possible. Quand on a fait un gros effort de système d'information et d'automatisation il y a 4-5 ans. On a lancé donc un nouveau système d'information qui était complètement ouvert vers l'extérieur. Et pour exprimer ce qu'on voulait faire vis-à-vis de nos partenaires, on l'a appelé MyOpenIP. C'est-à-dire que la volonté, c'est quoi? C'est que nos partenaires soient le plus autonomes possible pour justement asseoir cette excellence opérationnelle vis-à-vis de leurs clients, sur tout le parcours client, de la phase de devis à la phase de facturation. Après, il y a évidemment un aspect formation et accompagnement, c'est-à-dire que tous les outils dont on a parlé aujourd'hui, et la facturation, la prise de commande, la génération de devis, l'aspect juridique avec les contrats, tout ça est disponible en mode marque blanche dans nos outils. Mais après, il faut faire attention dans ces cas-là parce qu'on est aussi face à des acteurs qui ont parfois des demandes différentes, des approches différentes. Donc, tout ça, ça doit être disponible de manière modulaire. On a des partenaires qui sont extrêmement à l'aise avec la facturation, qui d'ailleurs préfèrent avoir leurs propres outils de facturation pour ne pas être trop dépendants d'OpenIP et travailler avec certains de nos concurrents. Il y en a qui ont besoin de démarrer super rapidement, de dire il faut que dans 15 jours, je sois capable d'avoir mon activité opérateur à ma propre marque. Là, ils vont prendre tous nos modules et ils vont être accompagnés sur une formation. Donc, on est vraiment sur cette dimension-là, modulaire et formation. Et après, c'est aussi une philosophie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est beaucoup dans le travail participatif avec nos partenaires. On s'est rendu compte, et parfois on veut aller trop vite sur certains développements, qu'on ne peut pas lancer de nouveaux produits ou lancer de nouveaux services sans avoir intégré assez en amont dès que la phase de conception initiale est faite, avant de partir même sur des développements, il faut qu'on intègre en amont nos partenaires parce qu'il y a une réalité opérationnelle qu'on ne perçoit pas. Et j'aime bien ce que dit Oleg tout à l'heure sur le fait
il y a des success stories chez Whatsoft qui sont issus de propositions de partenaires. Moi, je vais vous donner un exemple très précis et assez récent. Je pense qu'on ne serait pas allé aussi vite sur la certification de notre offre de SiteRank avec Teams si on n'avait pas eu des partenaires qui nous avaient alertés il y a 1 an et demi sur ce besoin-là et sur l'intérêt très fort qu'ils voyaient chez les clients qui avaient finalement Teams sur leur PC et qui voulaient l'utiliser pour téléphoner. Donc, c'est ça la notion, c'est être facilitateur et avoir une ADN très ouverte et être toujours en prise avec l'opérationnel. Et parfois, c'est un vrai danger pour nous et en termes de management, c'est un truc auquel on essaye de faire vraiment attention parce que l'opérationnel, parfois, c'est compliqué et des fois, on a envie de un petit peu moins s'en occuper. Donc, voilà, en termes d'approche, je pense que le rôle qu'on doit avoir, c'est être un facilitateur très proche de l'opérationnel de nos partenaires. Ça va même jusqu'au juridique, hein. Je crois que vous me l'aviez évoqué quand on avait préparé cette table ronde. Ça peut aller jusqu'au conseil juridique, même, dans le domaine des telcos. Ouais, parce que ça peut faire peur. Je vous donne un exemple on a pas mal de forfaits illimités dans les télécoms. Comment j'encadre un usage de forfait illimité? Comment je fais en sorte qu'il n'y ait pas un usage abusif? Comment je fais en sorte pour me protéger des utilisations des accès Internet que je vais vendre à mes clients? Tout ça, ça peut poser des questions. On essaie de les évacuer assez vite en donnant tous les éléments en marque blanche à nos partenaires pour qu'ils n'aient pas à payer 10 000 € pour se faire faire de nouvelles conditions générales d'accès aux services et en étant serein en s'appuyant sur les nôtres. Pour vous, Jean-Baptiste, la téléphonie, les télécoms, c'est encore un univers à part, ou est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir une sorte de consolidation entre les mondes télécoms et les mondes informatiques, notamment au niveau des intégrateurs? En tout cas, sur notre écosystème de départ qui était quand même pas mal fait de téléphonistes, et encore par rapport au positionnement que je vous expliquais, je pense qu'on a été un acteur dans les télécoms qui a bossé le plus tôt qui était un de ceux qui a bossé le plus vite avec des intégrateurs venus plutôt du réseau, peut-être pas de l'IT, mais du réseau. Aujourd'hui, c'est évident que tous nos partenaires qui marchent bien et qui fonctionnent bien ont évolué dans leur portefeuille de compétences et ont surajouté, en plus de la partie téléphonie, la partie réseau et la partie IT. Ce qu'on constate, et j'en suis moi-même étonné ces derniers mois, c'est qu'il y a toute une frange d'acteurs qui étaient très orientés IT, c'est-à-dire qui géraient chez les clients le plus proche du business télécom qui pouvait mettre en œuvre, c'était peut-être du SD-WAN, mais qui gérait tout ce qui était antivirus, tout ce qui était réseau, tout ce qui était soft. On en voit de plus en plus qu'on ne connaissait pas venir vers nous pour intégrer la partie télécom et notamment des logiciels comme Teams sont un très gros vecteur de tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, tout ça, ça montre que assez naturellement aujourd'hui, on ne peut plus être un pur téléphoniste et un pur acteur de l'IT, mais ça, je pense qu'on en est tous convaincus. Et après, ce que nous, on essaye de faire avec nos partenaires, c'est quand ils viennent nous voir, c'est de voir comment, de manière, j'ai envie de dire, fluide, simple et adaptée à leur ADN, ils peuvent rajouter la brique télécom comme unifiée dans leur catalogue de manière cohérente. Mais oui, évidemment, aujourd'hui, ces acteurs-là ont besoin d'avoir un spectre de compétences assez large qui va de l'IT au télécom en passant par le réseau, parce que c'est ce qui leur permet d'amener cette fameuse excellence opérationnelle et cette capacité à fournir des solutions que les gros opérateurs aujourd'hui ne savent pas fournir tout seuls, parce qu'il va toujours manquer le dernier maître client, l'expertise du métier du client ou la maîtrise du réseau local. De votre côté, Oleg, est-ce que Whatsoft a aussi une prétention à intégrer des offres télécom, à développer des offres télécom dans son catalogue, ou est-ce que vous considérez que c'est encore un peu trop séparé? Non, je crois pas que c'est quelque chose de séparé, mais c'est quand même un métier. La téléphonie, on s'est rendu compte parce qu'on a une offre qu'on essaie de pousser et on doit maîtriser beaucoup d'éléments, notamment l'infrastructure de connectivité qui influence beaucoup quand même la qualité. Après, c'est vrai que les technologies se rapprochent de plus en plus et puis le fait de pousser ces solutions par des gros acteurs comme Microsoft avec les Teams, et puis il y a quand même d'autres sur le marché qui existent. Donc, effectivement, aujourd'hui, là, cette convergence IT-Télécom
ce n'est plus juste un souhait, hein, c'est une réalité, et qui se transmet aussi au niveau on voit qu'il y a des fusions d'entreprises, des opérateurs traditionnellement dans le télécom rachètent des sociétés d'IT, donc et on recherche des compétences croisées, et ça crée des cocktails assez sympas au niveau de business. Donc c'est une réalité, mais sur laquelle aujourd'hui on est moins présent dans le catalogue WhatsApp, qu'une offre réduite. Alors justement, j'ai une question du public par rapport à… ça correspond à peu près à ce que vous venez de dire, Oleg. Le mode MSP aujourd'hui, alors la question est un peu longue, hein, mais je vais essayer de l'expliquer. Le mode MSP permet d'ajouter des nouveaux fournisseurs, évidemment. C'est des nouveaux fournisseurs qui sont basés sur le modèle MSP. Est-ce que ça se fait aujourd'hui au détriment de fournisseurs plus historiques qui, eux, n'ont pas forcément intégré ce modèle dans leur distribution? Est-ce que Oleg peut répondre sur ce point? Écoutez, je vais vous dire simplement par les chiffres. Au début, le mode MSP, chez nous, là, cette facturation, on va dire, mensuelle, il y a 5 ans, ça représentait 5, ça montait à 10, à 15%, ça gagnait entre 5 et 10% par an. En 2020, en décembre 2020, notre facturation de décembre, c'était 75% de facturation en MSP. Donc, est-ce que ça va au détriment? Je pense que, surtout en temps de crise du Covid, il y a eu beaucoup de gros projets qui se sont un peu stoppés. Hein, donc, du coup, le mode OPEX, il était plus abordable pour les entreprises en temps de crise parce qu'ils peuvent adopter. En tout cas, nous, on les constate vraiment dans les chiffres, et nos chiffres sont juste la retranscription de l'activité que font les acteurs. Hein. Donc, je pense que le mode projet existera toujours. Il y aura des choses à développer, mais tout ce qui est opérationnel, je dirais que ça devient une commodité hein, aujourd'hui, l'IT comme le télécom. Donc, c'est normal que ça passe dans ce mode de consommation. Jean-Baptiste, vous êtes également confronté à l'émergence de nouveaux fournisseurs qui s'inscrivent dans ce modèle, ou est-ce que du côté des télécoms, c'est un peu moins, comme historiquement, de toute façon, vous êtes déjà sur ce genre de modèle, ça n'a pas changé grand-chose en fait par rapport à l'historique? Après, si on regarde le marché des constructeurs de PABX, qui est la base historique du marché des téléphonistes, il est complètement bouleversé. Si vous regardez les parts de marché qui existent aujourd'hui par rapport à 15 ans en arrière, il y a des acteurs comme 3CX ou comme Wildix qui ont pris des parts de marché incroyables sur un marché compensé plutôt rigide, avec un acteur comme Alcatel qui est très présent et qui d'ailleurs là en ce moment est en train de revenir avec des solutions beaucoup plus adaptées au modèle MSP. Donc oui, ça bouleverse tout. Moi, je suis vraiment épaté de certaines prises de parts de marché et du fait aussi que des acteurs, dans les 3 que j'ai cités, il y en a des nouveaux, il y en a des anciens. Les acteurs anciens, ils arrivent aussi à revenir avec des solutions plutôt intéressantes et plutôt innovantes. Et on voit aussi Microsoft qui arrive dans la bataille. Donc, tout ça, ça crée beaucoup d'émulation. Ce qui est intéressant aussi sur ces gros acteurs, c'est qu'ils créent aussi un peu le marché. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des marketing assez forts et ils arrivent à parler aux clients finaux, ce qui est parfois un peu compliqué pour des acteurs classiques. Donc, tout ça, ça rebat les cartes. Et ça crée une forte dynamique vers ce modèle MSP. Donc, dans la partie télécom, c'est plus finalement les fournisseurs de matériel qui se voient impactés, parce que, bon, vous parlez des PABX. J'imagine même les postes téléphoniques aujourd'hui face aux softphones, par exemple, ils souffrent aussi un petit peu, non? Pas tant que ça, en fait. Alors, pour l'instant, hier, c'est marrant, on échangeait avec un de nos fournisseurs sur la partie mobile, qui était étonné du volume de projets qu'on pouvait faire en DECT encore aujourd'hui. Donc, il y a tellement d'usages qui sont en train de se développer, il y a tellement de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. Je vois aussi au niveau de la logistique, avec des entrepôts immenses qui sont compliqués à câbler, avec tout ce que nous on connaît et qu'on touche du doigt, avec le home office, avec le nomadisme. Tout ça, ça crée une variété de besoins incroyables. Et aujourd'hui, je ne vois pas de ligne de produits qui montre une décroissance significative. Effectivement, il y a plutôt des approches techniques qui perdent de leur sens. Évidemment, mettre un matériel de téléphonie sur site dans une entreprise,
c'est de moins en moins en vogue. Mais sinon, sur les usages et les terminaux utilisés par les utilisateurs finaux, je dirais plus que l'offre est en train d'exploser et je ne vois pas de baisse significative sur tel ou tel produit historique. D'accord, c'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. J'ai plus de questions dans le chat. Je vais conclure en vous donnant rendez-vous le 2 mars, donc pour la prochaine matinale GoMSP, donc, qui sera donc consacrée à l'automatisation. Je vais vous donner aussi un avant-goût du programme des sessions suivantes. Le 6 avril, on reparlera des télécoms avec l'intégration des télécoms dans une offre de service managé. Le 4 mai, ce sera consacré à la sécurité, notamment dans le contexte du télétravail. Et normalement, le 1er juin, nous aurons une session spéciale Microsoft. Je vous remercie à tous, merci aux intervenants, merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis, je vous dis donc rendez-vous dans un mois.